Hello la team, bienvenue dans le podcast Oui Madame. Je m'appelle Oriane Page, je suis journaliste et je vous partage aujourd'hui ce nouvel épisode. Alors c'est parti, Oui Madame. Bonjour Milena, bienvenue dans le podcast Oui Madame. Hello. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Milena Tsogo, j'ai 20 ans, je suis en école de santé à la Source, j'entre en bachelor infirmier en septembre. Je fais aussi de l'athlétisme à côté. J'ai commencé à mes 10 ans, j'ai fait pendant 4 ans d'abord, j'ai passé 4 ans où j'aimais pas du tout ce que je faisais, j'allais que pour les copines et me faire des amis. Puis au bout d'un moment, j'ai participé aux Jeux internationaux de la jeunesse organisés par la ville de Lausanne. Et j'ai vraiment pris goût à la compétition à ce moment-là et je me suis dit oui, j'ai envie d'en faire plus et j'ai envie de gagner. Et oui, du coup maintenant, je cours à niveau national. Et tu vois déjà comment tu vas concilier aussi avec tes études, comment tu vas faire ? Alors pour l'instant, j'aime bien dire que je vais un petit peu m'accrocher parce que je pourrais faire un bachelor en 6 ans au lieu de 3. Donc pouvoir me donner plus de temps pour le sport et en même temps du temps pour les études. Mais pour l'instant, c'est pas ce que j'ai envie de faire parce que j'ai juste envie de faire les choses entre guillemets assez vite, même si c'est pas une course. Mais j'ai envie de travailler assez vite, faire assez vite ce qui me plaît. Et donc, pour l'instant, on va s'accrocher tout simplement. C'est drôle que tu parles de s'accrocher parce que justement, tu as aussi eu un parcours où il y a eu de nombreuses épreuves. Qu'est-ce qui fait que... Comment tu fais pour t'accrocher quand tu as des épreuves ? Et puis, est-ce que tu es d'accord de nous parler un peu plus de ton parcours aussi ? Oui. Je suis née au Cameroun, en fait. Et à mes 9 ans, on a pris l'avion avec ma mère et ma petite sœur, tout simplement pour venir vivre ici et puis commencer une nouvelle vie. Et puis, à ce moment-là, c'était un peu compliqué à la maison, effectivement, et c'était une enfance assez compliquée, on va dire. Et du coup, j'avais 2 parents alcooliques, assez violents, etc. Et donc, oui, là, c'est un peu compliqué. Là, je saurais pas dire exactement ce qui m'a fait m'accrocher à ce moment-là. Mais on était plusieurs à la maison. J'avais un frère et 2 sœurs. Et je crois que c'est ça, on était toujours soudés, on était toujours les 4 ensemble. Et on avait des âmes d'enfants, donc pendant que ça criait à l'extérieur, nous, on essayait de se faire rire dans la chambre et puis on rigolait. Et ça m'a vraiment beaucoup aidée. Donc, à ce moment-là, c'est ce qui m'a fait m'accrocher durant ce moment particulier. Ouais. Et puis par la suite ? Il y a eu un moment donné, je me suis dit, soit je laisse justement les gens qui m'ont fait de la peine et les gens qui m'ont fait souffrir gagner et avoir raison de moi et de, justement, entre guillemets, gâcher ma vie en me morfondant sur moi-même parce que j'ai eu des moments très difficiles où j'ai vécu dépression et tentative de suicide. Je me suis vraiment dit, est-ce que tu les laisses prendre le contrôle à ce point-là sur ta vie ? Ou est-ce que tu veux quand même t'en sortir, réussir et puis justement leur montrer qu'ils ont eu tort et que tu peux le faire malgré tout ce qui s'est passé. Et donc c'est ça qui m'a fait tenir, c'est que je me suis mis dans un mood un petit peu compétition. Je me suis dit j'ai envie de leur prouver que je vais le faire et que non, je suis pas une bonne à rien et que non, je peux réussir ma vie quand même malgré tout ce qui s'est passé. En fait, c'est beau ce que tu dis parce qu'il y a vraiment ce truc de ton mal, tu peux en faire un bien, enfin de quelque chose en fait qui à la base est censé être mauvais, enfin la colère, la haine et tout, en fait c'est un moteur vers quelque chose de positif. C'est ça, et en ce moment je dis souvent que je les remercie limite de m'avoir fait du mal. Ça peut vraiment paraître bizarre à dire, mais si j'avais pas eu ça, je sais pas si j'aurais eu la même force et le même courage à me dire je me bats jusqu'à la fin. Et donc le fait qu'ils aient fait tout ça et que tout ça se soit passé, ça a rendu la personne que je suis aujourd'hui. Et je suis hyper contente et limite reconnaissante que ça se soit passé parce que justement, oui, transformer le négatif en positif, c'est l'une des plus grandes fiertés que je peux avoir. Et je suis d'autant plus fière justement quand on regarde le parcours et quand on regarde ce qu'on a maintenant. Se dire, ouais, ok. Ouais.
Non, c'est beau. Et franchement, quand tu parles, je revois ce schéma où tu sais, enfin, il t'arrive un événement et tu peux choisir de te comporter en victime ou tu peux décider de devenir une survivante. Et quand je t'entends, j'entends vraiment plutôt la survivante. Genre, tu fais avec ce que tu as vécu et puis ça te booste, quoi. C'est exactement ça. Et le mot victime, moi, je le détestais. Par exemple, j'ai eu plusieurs thérapies et j'ai toujours refusé de dire que j'étais traumatisée. Quand on m'avait traumatisée, j'ai toujours eu de la peine. Elle me disait beaucoup ça, la psy, stress post-traumatique, etc. Mais moi, j'ai beaucoup de peine à dire ce mot parce que justement, ce terme victime, je refuse de me dire que ces gens-là ont eu autant d'impact, en fait, sur ma vie. Alors oui, ils en ont eu, mais je refuse de croire qu'aujourd'hui, ça devrait continuer, que ça devrait continuer à avoir de la peine, de l'impact sur moi et me comporter en victime, quoi. Le stress post-traumatique, c'est une étiquette, puis c'est bien, ça permet de comprendre des choses dans le diagnostic, mais finalement, il ne faut pas s'enfermer en fait là-dedans, et je pense que c'est là peut-être les limites de la psychologie aussi, c'est qu'on en a besoin, je pense que c'est essentiel, pour tout le monde d'ailleurs, et dans certains moments plus que d'autres, mais il y a aussi des limites à ça, quoi. Oui, exactement, et j'ai eu à me définir par justement ce diagnostic. En mode, oui, je suis dépressive, oui, j'ai un stress post-traumatique, du coup, c'est pour ça que j'agis comme ça, et c'est pour ça que... Voilà, alors oui, il faut prendre le temps de guérir, faut être gentil avec soi-même. Si ça va pas, c'est comme ça. Mais se définir par ça, pour moi, ça a vraiment pas fonctionné, parce qu'au bout d'un moment, je me laissais juste couler, en fait, tout simplement. Et là, c'est le moment où il faut se dire que, ok, on t'a fait de la peine, mais là, la seule personne qui te fait de la peine, c'est toi-même. T'es la seule personne qui est en train de te couler vers le bas. Ils sont plus là pour justement te drainer. Alors pourquoi tu continues à te couler autant? Genre pourquoi tu t'auto-sabotes? Et il a vraiment fallu que je réponde à cette question avant de justement sauter de mon lit et me dire ok, c'est bon. Qu'est-ce qui a fait justement que t'as réussi à repartir et à aller de l'avant, à sortir de ton lit, sauter de ton lit comme t'as dit? Je me suis quand même beaucoup laisser aider. J'avais beaucoup de peine avec ça, avec demander de l'aide. Je voulais tout faire de moi-même. J'ai toujours eu ce truc où je me dis, maintenant, mais je vais m'en sortir. C'est trop bizarre, hein, mais j'étais toujours en mode, oui, mais je vais le faire. Et puis, c'est bon, je m'en sors toute seule, etc. Et je voyais que je m'auto-sabotais exactement comme je disais. Et je me suis dit, j'ai besoin d'aide. Et là, j'avais pas encore Dieu dans ma vie. Et j'ai pris l'aide... Enfin, quand je dis Dieu dans ma vie, c'est que moi, j'étais pas allée le chercher. Mais aujourd'hui, je crois qu'il a toujours été là, simplement. Mais moi, je suis pas allée à sa rencontre. Et du coup, j'ai pris tout ce qu'il y avait un petit peu autour de moi. J'avais été placée en foyer pour jeunes. Donc, on avait des éducateurs qui étaient là pour nous. Et au début, je prenais pas leur aide. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, si, ils sont là pour ça. Et donc, j'allais vers eux, j'allais parler avec eux. Ils me prenaient des rendez-vous. C'est eux qui ont pris la démarche de me prendre des rendez-vous chez la psy, pardon. Et elle m'a proposé des traitements aussi au début antidépresseurs que j'ai vu moi comme béquille, parce qu'il me fallait quand même que je me tienne à un moment donné debout avant de pouvoir marcher toute seule. Donc oui, j'ai pris des médicaments, j'ai dû, par exemple ma dernière année de gymnase, j'ai dû la diviser en deux entre guillemets. Je savais même pas que c'était possible avant ça. Et là, en fait, ils m'ont dit que oui, c'est possible que vous fassiez à 50% la dernière année. Et puis après, 50% l'année d'après. Pour moi, c'était... Au début, je l'ai vu comme un échec. Je me suis dit, mais non, après, je redouble. Alors que non, tu t'aides, en fait. Et il a vraiment fallu passer par ça, oui, par ce travail de se laisser prendre ce qui t'entoure, qui est là pour toi, entre guillemets, prendre les ressources, voilà, c'était ça, c'est surtout ça. Ouais, parce que là aussi, quand j'entends comment tu parles, tout ce que tu racontes, ça t'est arrivé très jeune, et j'ai l'impression que en fait, t'étais hyper indépendante. Dans ce truc de vouloir t'en sortir toute seule, faire par toi-même, par tes propres forces, et à se débrouiller. Je t'imagine enfant là, au fond, c'est bon, je vais monter la table toute seule. C'est ça, mais justement, je voulais, mais j'étais trop dans ce truc-là, justement, où non, je vais le faire toute seule. Sauf qu'à 16 ans, il y a des choses que tu n'as pas, il y a des clés que tu n'as pas, et tu as besoin d'aide. Et j'étais pas exactement toute seule, j'étais quand même hyper bien entourée. Et ça, je trouve que c'est hyper important. C'est-à-dire qu'une fois que je suis partie de mon foyer très toxique, très violent,
j'ai réussi à m'entourer vraiment des bonnes personnes. Et ça, c'est vraiment le plus important. Après, une fois que tu te retrouves en foyer, c'est souvent ce qui bousille le plus de jeunes, c'est l'entourage. Et il faut vraiment bien le choisir. J'ai dû refaire ma famille. Et donc, le fait de rester... on est vraiment resté soudés avec mes frères et sœurs. Et le fait de les avoir, ça a vraiment été ma plus grande force. Et donc, je dirais pas que j'ai été tout le temps indépendante et tout le temps seule dans ma démarche, justement parce que j'étais super bien entourée. Avant, tu parlais de Dieu. Est-ce que pour toi, par exemple, l'église ou les personnes que tu fréquentes à l'église, ça serait aussi comme une sorte de famille? Oui, ils peuvent le devenir de plus en plus. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai mon cercle un petit peu. J'ai mes frères et sœurs, mes cousins, mes cousines, et mes quelques amis à côté. Je suis ouverte à faire des rencontres et puis à aimer plein d'autres mondes. Mais oui, c'est vrai que j'ai quand même déjà ma petite base avec laquelle j'aimerais rester. Donc peut-être que ça changera, mais pour l'instant c'est plus des bonnes connaissances. Ok. Et est-ce que tu serais d'accord de nous parler un peu de ton parcours aussi, de comment, enfin tu vois, tu racontes qu'il y avait un peu un avant et un après par rapport à Dieu, etc. Et tu peux nous parler un peu de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors c'était vraiment, je pense que j'ai eu un changement quand même assez drastique. Parce que quand j'allais vraiment pas bien, 2 personnes qui étaient à fond dans la religion dans ma vie, c'était ma cousine et mon copain de l'époque. C'était vraiment, ils allaient à l'église, ils faisaient plein de parcours, etc. Et des fois, ils me parlaient de Dieu, et puis, tu sais, quand t'es pas bien et qu'on te dit, oui, mais prie. Oui, mais... T'es chou, mais écoute-moi, là. Oui, c'est ça, en fait, j'avais plus besoin que tu m'écoutes, pas que tu me dises prie, ou on me disait beaucoup, mais donne à Dieu. Pour moi, ça voulait rien dire. Et j'étais là, bon, de quoi tu me parles? Et puis, donc, ouais, il y a vraiment eu eux qui... Ils ont quand même fait un travail de fond à m'en parler. Et à un moment donné, enfin oui, je sais ce qui s'est passé, mais il y a eu un moment donné où ça a juste tilté dans ma tête. Et je me suis dit, ah oui, ok. Finalement, peut-être que c'est intéressant ce qu'ils sont en train de dire. Ouais, c'était un peu... Ça s'est passé par des lectures. C'est-à-dire qu'avec ma cousine, on était très dans le développement personnel, où on voulait vraiment savoir, on voulait en savoir plus. On voulait savoir... Je me rappelle qu'on est allé à Payot, aller chercher des livres de développement personnel. Et c'est un livre basé sur l'amour, ou comment savoir aimer, ou un truc comme ça. Et moi, j'avais pris un truc sur la conscience, et puis l'esprit, enfin bref, un truc très poussé, et puis très scientifique, parce que j'adore ça. Le pouvoir de la pensée, c'était exactement ça. Et je retourne le livre, c'est la page derrière, où il y a le résumé, et je vois qu'en fait, ça cite des versets bibliques. Du coup, je la regarde, je lui montre, elle, du coup, qui est à fond dans la religion à ce moment-là. Je dis, ah, regarde et tout, le livre, il cite un petit peu la religion, etc. Et puis, on trouve ça intéressant. Et je me dis, bon, bah, je le prends. Et le livre est vraiment basé sur le fait que, plus on pense à quelque chose, et bah, plus on se conditionne à faire ce qu'on pense, en fait. Donc, si tu... au fil de la journée, te dis ah, maintenant je suis nulle, ah, maintenant je suis nulle, mais en fait, ton cerveau, tu vas juste finir par lui faire comprendre qu'il est nul au bout d'un moment. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment, on est ce qu'on dit. Et je sais plus exactement quel verset de la Bible ça citait, malheureusement, mais il y a vraiment un verset où c'est écrit aussi, oui, vous êtes votre pensée, vous êtes ce que vous vous dites au bout d'un moment. Donc si tu penses positivement, et ben en fait tu deviens tout simplement positif, un peu plus positif chaque jour. Je trouve ça super intéressant. Je sais pas si tu penses à ce verset, mais je pense au verset on appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu sais, c'est pas forcément lié à ton identité, mais c'est lié au fait de ce que tu vas dire avec ta bouche, ça devient en fait la vérité, quoi. Ça devient la vérité. Oui, exactement. Et qu'on se fait beaucoup de fausses vérités nous-mêmes, et au fur et à mesure du temps, on finit par y croire. Et moi, j'étais vraiment dans ce cas-là, du coup. Pour moi, ce livre a été une révélation. Et donc, au fil du temps, avec elle qui aussi parle beaucoup de Dieu, et moi qui lis, et puis la curiosité aussi, c'était beaucoup ça. La curiosité m'a vraiment frappée. Je me suis dit, alors qu'est-ce qu'il dit, ce livre qu'on appelle la Bible? Qu'est-ce qu'il raconte? Et je me rappelle que j'ai pas ouvert une Bible, hein, pas du tout. Pour moi, c'était beaucoup trop long. C'est un dictionnaire, ce truc, c'est beaucoup trop long. Et surtout, en fait, t'arrives devant le livre et tu sais pas où commencer.
qu'est-ce que tu lis en premier? Il y a le Nouveau Testament, le Premier Testament. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur YouTube et j'ai regardé des vidéos qui parlaient des histoires de la Bible. Parce que c'était ça qui m'intéressait, les histoires qui étaient racontées dedans. Et ça, c'était vraiment hyper enrichissant. Et c'est là que tout a commencé, vraiment. Et après, du coup, quand tu as commencé à lire ou à écouter la Bible, tu as vu des changements, enfin, il s'est passé quelque chose? Oui, il s'est passé quelque chose le jour où j'avais décidé... parce que j'étais quand même mal, hein, c'était pas un miracle absolu tout de suite, c'est un chemin. Et c'est un peu, voilà, c'est un peu sensible, mais j'avais décidé que c'était bon. Voilà, j'en peux plus, j'ai envie d'en finir. Et c'était du coup le jour de ma tentative de suicide où je me suis dit que, ouais, j'en ai marre, simplement. Et j'étais couchée dans mon lit et j'avais tout prévu. J'avais tout mis en papier. Je pense que ceux qui sont déjà passés par cette étape-là comprendront, où tu as vraiment le schéma, etc. Et je m'étais quand même dit que j'ai envie de pas trop choquer la personne qui va me retrouver. Enfin, c'était vraiment, j'étais allée très très loin dans tout était prévu. Et je me suis couchée dans mon lit, juste avant de faire quoi que ce soit. Et je fermais les yeux, je me suis endormie du coup. Et j'avais prévu, après m'être réveillée, de passer à l'acte. Et simplement, j'ai entendu une voix dans ma tête qui hurlait mon prénom, je me suis entendue dans ma tête hurler mon prénom, mais c'était pas ma voix à moi. C'est vraiment une voix hyper grave. Et je me suis réveillée en sursaut. Et à ce réveil, c'était comme si, en fait, depuis des années, je dormais et que là, je venais de me réveiller. C'était incroyable. J'ai eu ce moment où, moi, quand je me lève, des fois le matin, j'ai un peu j'appelle ça des chutes de fer, mais ça s'appelle pas du tout comme ça. Des chutes de pression plutôt, où d'un coup, je vois flou et je dois m'asseoir parce que je me suis levée trop vite. Et j'ai eu ça et j'avais l'impression que tout devenait hyper clair. Et j'étais encore en foyer, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mes éducateurs d'enlever tout ce qui était médicaments, tout ce qu'ils pouvaient couper dans ma chambre, de tout retirer. Et que vraiment, je les ai demandé de tout enlever. Et cette voix, elle résonnait dans ma tête. Et ça résonnait mon prénom, et ça résonnait, et ça résonnait, et ça résonnait. Et ouais, c'était incroyable. J'ai tout jeté, et je me suis dit, mais plus jamais. En fait, je me suis vraiment rendu compte de ce que j'allais faire, et que j'allais perdre la vie. Je me suis dit, mais purée. Ouais, c'est... Donc là, tu as commencé à plus être dans cette autodestruction, en fait. Exactement. J'ai commencé à sortir petit à petit de ça et je me suis dit, mais non, j'ai envie de vivre. J'ai vraiment envie de vivre, finalement. Parce que ça, c'est quand même un truc que moi, je trouve important à préciser. Enfin, la majorité des gens, en tout cas, que j'ai eu à connaître, etc., ou ma propre expérience aussi, qui font une tentative de suicide, la majorité des gens ne veulent pas mourir. Ils veulent juste arrêter de souffrir. C'est ça, en fait, c'est juste, t'as envie que ça s'arrête. C'est ça. Et c'est pas que t'as plus envie de vivre la vie, parce qu'elle est belle finalement, mais t'en as marre de souffrir. Et donc tu veux arrêter plutôt la souffrance. Et par ça, malheureusement, tu mets atteinte à ta vie. Et donc je me suis dit, on va se baser sur la souffrance. On va vraiment se concentrer dessus et pallier à la souffrance du coup. Et c'est là que ça a commencé, oui. J'ai commencé à faire encore plus de thérapie, à prendre soin de moi et à faire des choses que j'aime. Et oui, j'étais beaucoup, beaucoup moins dans ce truc-là de je me laisse couler et puis je laisse faire. C'est fou. Et puis merci pour ton témoignage, mais c'est fou. C'est comme si tu avais en fait vécu ce moment où tu vas presque mourir et tu reviens et en fait tu t'es juste endormi, mais c'est incroyable comme témoignage. Oui, c'est vous. Je me suis comme j'ai comme eu une renaissance. Genre, je repris goût à la vie. Quelque chose que j'avais plus depuis longtemps. Enfin, j'étais plus heureuse, et puis là vraiment quelque chose s'est passé. Il y a un voile qui s'est enlevé, un truc qui s'est brisé. Et ce jour-là, ouais, non, mais c'était... Ouais, j'ai repris vraiment le contrôle un petit peu de la situation. Ouais, depuis là, en fait, c'est aussi dans ton identité, comme on parlait un peu avant de l'identité de qui on est. T'as l'impression que ça, c'est comme si c'était une nouvelle personne, une nouvelle identité? Ouais. Et j'ai vraiment, vraiment galéré avec ça, parce que je m'étais définie comme... triste, dépressive, et puis c'était devenu moi, tout simplement. Vraiment, qui suis-je? Si je suis pas dépressive, si je suis pas traumatisée, alors je suis quoi? Et ça, j'ai vraiment galéré, parce que
quand tu sors de ça, faut se retrouver, faut se reconstruire. Le fait que tu fasses une école en soins infirmiers, est-ce que ça a un lien avec tout ça et qu'est-ce qui est ta motivation en fait? Oui, complètement. Ça a 100% un lien avec tout ça. De toute façon, depuis petite, je me suis toujours dit que je voulais faire dans la santé, mais je ne savais pas exactement quoi. Et là, je me suis encore plus dit que j'avais envie d'aider les gens qui étaient peut-être dans mon cas ou pas, tout simplement, mais juste aider. C'est ce que j'ai toujours voulu faire, juste aider les gens à s'en sortir. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de pouvoir me relever et j'ai envie d'être, entre guillemets, le pilier de ces autres personnes-là pour qu'ils aient la même chance que moi de pouvoir aussi se relever de ce qui leur arrive. Donc, le fait de passer en santé, en soins infirmiers en plus, donc oui, c'est clair que ça joue complètement. Et si tu pouvais donner un mot ou quelque chose à quelqu'un qui traverse actuellement une période justement compliquée, qu'est-ce que ce serait? Déjà, je lui souhaite plein de courage parce que c'est pas facile et des fois on peut se sentir super seul. Mais justement, je conseillerais à cette personne-là d'ouvrir les yeux sur les ressources qu'en fait il a ou il ou elle a pour de vrai. Parce que quand on est dans ce trou noir un peu, on voit plus ce qui nous entoure et on a l'impression qu'on est vraiment seul au monde. Mais en fait non, il y a des gens qui sont là pour nous aider. Il y a des gens qui sont payés pour ça. On peut voir ça comme ça dès le début avec des psychologues, etc. Et je conseillerais vraiment à cette personne-là de voir ses ressources et prendre les choses en main et de se dire que t'as pas envie d'être le bourreau de ta vie, quoi. T'as envie d'être la meilleure version de toi-même, la personne qui t'amène le plus loin possible, c'est toi. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Donc, ouais, je conseillerais de regarder d'ouvrir les yeux et puis de sortir un peu. C'est pas facile, mais c'est possible, 100% possible. Merci beaucoup en tout cas, merci pour ton partage et ton témoignage et puis on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, avec grand plaisir. Ça me fait plaisir un petit peu si je peux essayer d'aider par n'importe quel moyen les gens qui traversent des situations compliquées. Moi, c'est tout ça de gagner, quoi. Yes, merci beaucoup. Merci à toi. C'était l'épisode de Oui Madame, produit par Oriane Page. Si vous l'avez aimé, je vous propose de le partager autour de vous. Je vous dis à très vite et me réjouis de vous retrouver. Prenez soin de vous.